Donc moi je me présente, je suis Sylvain Cuerck, je suis le chargé des partenariats à la Maïf. Je vais pas parler longuement de moi parce qu'on aura un autre moment qui sera prévu à cet effet en fin de conférence. Ce que je voudrais juste dire en introduction, c'est qu'on est ravis de vous avoir ici. C'est vraiment hyper important pour nous d'une part de vous réunir vous parce qu'on sait que les freelances c'est pas si simple. Vous êtes quand même dans des métiers qui sont plutôt solo et on sait que ces moments comptent pour vous et on est ravis aujourd'hui de pouvoir le faire. Donc Maïf n'est pas seul, on a des partenaires, Social Déclic et Little Big Connection qui se sont associés avec nous pour vous proposer donc cet after work qui a vraiment pour objectif de vous donner un maximum de tips, de conseils sur comment développer votre business tout en ayant de l'impact. Alors pour ce faire, on a de superbes intervenants. Franchement, on est très très contents. On a Valentin Decker, Samuel Durand et Hélène Bonardel qui sont présents avec nous ce soir. Ils ont prévu en fait de faire une petite table ronde qui sera animée par Charlotte de Social Déclic, mais avec un seul objectif, c'est de vous donner un maximum de tips pour vous rapprocher le plus près du ciel, voilà, parce qu'on est sur ce rooftop et que la métaphore était trop facile, donc je l'ai faite, c'est fait. Et du coup, voilà, concrètement, je vais en arrêter là, parce qu'avant de démarrer, je voudrais laisser le micro à Sandrine Gruda. Alors, je ne sais pas si tout le monde la connaît, moi je la connais, et je suis assez admiratif, je dois le dire, parce que c'est une très très grande basketteuse, une grande sportive qui nous fait le plaisir d'être ici, parce que cette dernière a déjà plusieurs casquettes, au-delà d'être également capitaine Sport Planète pour la Maïf. Elle a une carrière juste incroyable et vraiment c'est un honneur de la recevoir aujourd'hui. Et c'était important pour nous d'avoir quelques mots de sa part en tant que marraine de l'événement. Et sans plus attendre, Sandrine, je te laisse le micro. Merci. Merci. Si je m'assois, tout le monde me voit ? Ou bien je reste debout? Ok, c'est bon. Super. Alors, je suis Sandrine Gruda, basketteuse professionnelle et olympique. Je vais passer en revue un petit peu mon impact sportif. Je détiens 35 titres en club, dont une bague WNBA, 9 médailles en bleu, dont 2 médailles olympiques. Et je suis actuellement la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France de basket. Merci. Ayant conceptualisé un enseignement autour des 20 années de carrière que j'ai pu faire à travers le monde, puisque j'ai évolué en Italie, en Russie, en Turquie, aux États-Unis, aujourd'hui je me lance dans le consulting, le coaching et les conférences en performance. Alors, il s'agit de performance du dirigeant, de performance du corps, de la santé de la femme, notamment à travers l'endométriose, dont je suis atteinte, et de la performance de la formation de la jeunesse. Et c'est sur ce troisième point que je vais rebondir, puisque je suis également présidente fondatrice de l'association Jeux et Enjeux, que j'ai créée en 2020, qui est actuellement basée à la Martinique et qui a pour mission d'accompagner le jeune à se réaliser. Alors, comment je fais? Alors aujourd'hui, j'ai créé donc des stages de développement personnel juvénile. Bon, je sais que c'est un concept qui est réservé exclusivement à l'adulte, mais vous voyez, je considère qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre à se connaître. Donc comme je vous l'ai dit, nous sommes basés à la Martinique, mais bon, pourquoi pas créer une antenne ici à Lyon, puisque j'ai pris quartier depuis 2 ans. J'évolue donc à Lasvel et je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire ici. C'est une ville dynamique. Maintenant, revenons sur notre thème du jour, qui est donc alignement, business, sens et impact. Pour ma part, ce que j'ai à vous dire, c'est que bien sûr, rêver ou vouloir avoir un impact économique, technologique, environnemental, c'est une chose. Maintenant, avoir un impact social au sein de sa propre entreprise est primordial. Un personnel considéré est un personnel
qui va vouloir hausser son niveau d'implication. Hausser son niveau d'implication veut dire que ce personnel derrière va être beaucoup plus productif. Donc si le personnel est productif, l'entreprise sera productive. Donc je vous encourage vraiment à vraiment y penser, à l'intégrer, parce que moi je le vois, j'ai vécu, j'ai évolué dans des entreprises justement qui avaient un impact culturel notamment, mais à l'intérieur c'était assez pauvre. Donc je pense que c'est vraiment important de prendre la dimension de cet engagement social. Voilà, merci beaucoup, à vous de jouer. Merci beaucoup Sandrine Godard. Et bien sans plus attendre, on va rentrer dans le concret. Hein. Je vais appeler Charlotte, Valentin, Samuel et Hélène à venir s'installer autour de cette table carrée. Bon, elle n'est pas ronde, désolé. Et puis je te laisse le micro. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Avant de démarrer cette table ronde donc avec Samuel, Valentin et Hélène, je voulais quand même remercier et qu'on applaudisse chaleureusement Lucie de Little Big Connection qui est juste là en train de filmer et qui organise ces meet-up freelance un peu partout en France, même au-delà, et qui nous a proposé à la Maïf et à Social Déclic de prendre part à cet événement, et bravo à elle pour toute l'organisation. Et je propose un dernier merci aussi à Sylvain, Bastien et Auguste de la Maïf, grâce à qui on est ici ce soir. Plutôt sympa au niveau de la vue et tout, donc je pense qu'on peut les applaudir aussi. Ils ont eu un gros coup de stress sur la météo. Hein. J'imagine que on s'envoyait des petits WhatsApp toute la journée. J'avoue qu'on stressait pas mal. Voilà, et du coup, on va démarrer cet événement. Alors, pourquoi déjà tous les trois ensemble ? D'une part, parce que on partage des valeurs communes, et d'autre part, parce qu'on a vraiment le sens de l'apéro, et j'ai l'impression que vous aussi. Donc, on est très content que vous soyez là avec nous. Donc ça, c'est la première chose, mais la deuxième et la plus importante, c'est qu'on a vraiment réfléchi à un thème qui, on espérait, allait drainer du monde, interroger des personnes, le thème de l'alignement entre son activité professionnelle, le sens et l'impact positif. Et ça nous fait vraiment super plaisir que vous soyez aussi nombreux ce soir pour se poser cette question avec nous. Et du coup, je voulais commencer, avant de vous laisser la parole et de vous poser quelques questions, je voulais démarrer par un petit jeu. Alors, première question, qui ici est déjà freelance ? Levez la main. Ok, donc il y en a quand même pas mal. Deuxième question, sur une échelle de 1 à 5, où vous situez votre éco-anxiété ? 1 étant, c'est quoi est-ce qu'il y a vraiment un problème écologique aujourd'hui ? 5 étant, je stresse à fond. Alors, entre 1 et 5, n'hésitez pas à montrer avec vos doigts. Ok, on est sur une petite moyenne de 3, j'ai l'impression. D'accord. Ok, cool. Autre question, cette fois pour les freelances. Vous pouvez répondre aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une mission chez un client pour qui, niveau valeur, ça ne matchait pas forcément? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas vous sentir aligné sur une mission? Levez la main pour celles et ceux qui l'ont vécu. Ok, ouais, quand même. Et dernière question, c'est la toute dernière. Est-ce que l'un de vous ou l'une de vous a déjà envisagé de tout quitter pour aller s'installer dans le Larzac et élever des chèvres? Ouais, on est là, moi aussi. Donc, pourquoi cette intro? Parce qu'en fait, on a trop tendance à se dire qu'il faut faire un choix drastique entre trouver du sens et un impact positif dans son travail et à mettre ses compétences au profit d'une boîte en tant que freelance, par exemple. Et justement, du coup, c'est tout le débat, c'est toute la question qu'on va... Et surtout, on va essayer de trouver des solutions ce soir ensemble. Finalement, de profiter du temps qu'on a, dont on dispose en tant que freelance, parce qu'on est quand même assez libre, notamment de choisir ses clients, de choisir combien de temps on veut travailler. Donc, comment on peut faire pour profiter de ce temps, pour faire des choses qui nous rendent heureux, qui sont enthousiasmantes et qui potentiellement peuvent aussi avoir un impact positif sur notre monde. Et du coup, j'ai une dernière question, la toute dernière. On fait un petit juste prix. Après, je te laisse la parole, Samuel. À votre avis, sur une vie complète, combien d'heures en moyenne on bosse? Juste prix, il y en a un qui se lance, après l'autre, plus, moins. Ouais.
10 000. Plus. Yes. T'avais le chiffre avant ou tu l'as dit? Ah là là. T'as lu l'étude. Ok, 80 000 heures. Donc voilà, la question qu'on va se poser ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 80 000 heures pour retrouver du sens et de l'impact. Et du coup, on va démarrer sur le sujet du sens et ça va être Samuel Durand qui va nous éclairer sur ce sujet. Alors, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à le connaître déjà, mais Samuel, je vais te proposer de commencer assez classiquement et de nous dire qui tu es, mais je vais te mettre une petite contrainte. Tu vas devoir nous donner une info qu'on n'a pas sur toi. Alors, je finirai par l'info qu'on n'a pas sur moi. Moi, ça fait 5 ans que j'explore les transformations du travail. J'ai commencé en réalisant une Learning Expedition. Je suis parti à la rencontre de pionniers qui avaient des pratiques innovantes en matière de management, d'organisation, d'outils, de façon d'envisager le travail. Et le premier sujet, c'était même plus précisément la collaboration entre les grands groupes et les indépendants. Et donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et en rentrant, je me suis dit qu'un rapport d'études qui racontait tout ça, c'était pas le bon format, qu'on n'a pas envie de lire 250 pages de PDF et qu'il vaut mieux passer sur des formats plus ludiques. Et je me suis mis à faire des documentaires, des expos photos, des événements, des bandes dessinées. Il y en a quelques-unes à gagner, je crois, avec une tombola d'ailleurs, que la Maïf organise. Et donc, je passe mon temps maintenant à aller voir des pionniers qui ont des pratiques innovantes sur tous les sujets dont tu as parlé, ce qu'on appelle le futur du travail, ce que je raconte comme étant ce qui permet d'améliorer le bien-être et la performance au travail. Et la moitié de mon temps ensuite à diffuser ces bonnes pratiques à travers des formats assez cool. Et donc pour ceux qui me connaissent, je suis tout le temps à droite à gauche, mais l'info qu'on n'a pas, c'est que je suis lyonnais généralement, et ça me fait marrer parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent mais quand tu passes sur Lyon, dis-nous. Oui, mais en fait j'habite à Lyon, j'ai un appart à Lyon, personne ne le sait. Allô, nickel. Donc c'est ça l'info qu'on n'avait pas sur toi, c'est que tu habites à Lyon. Très bien. Du coup, tu parlais de futur du travail, future of work. Justement, une petite question pour toi, comme il y a beaucoup de freelance ce soir, ou d'aspirants freelance, j'imagine, si vous êtes là. Ou alors, c'est peut-être juste pour boire un coup, mais a priori, c'est que le sujet du freelancing vous intéresse. Pour toi, justement, dans ce future of work, quelle est la place du freelancing et quelle est la place aussi de l'impact positif ? Deux sujets différents, mais commençons par le freelancing. Sur le freelancing, c'est... Tu vois, quand j'ai fait ma première enquête en 2019, c'était un sujet que je voyais qui était émergent. On regarde le nombre de freelances qui augmente chaque année, c'est assez dingue. Et ça continue d'augmenter et on a des vocations qui se créent. Ça bouge pas. Mais par contre, côté entreprise, je trouve que le marché n'est pas encore ultra mature. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, en 2019, en rentrant en 2020, j'ai un peu laissé de côté cette réflexion sur les freelances et je me suis orienté sur d'autres sujets au sein du futur du travail. Et là, je crois que ça commence à revenir gentiment, ces termes d'entreprise étendue. Tu vois, les boîtes qui se disent ok, les talents en fait on les a en interne, mais on va aussi les chercher en externe et on va aller les trouver, entretenir nous-mêmes un pool d'indépendants qui gravitent autour de la boîte, à qui on a envie de travailler, aller voir sur les plateformes, aller voir ce qui se passe aussi à droite à gauche. Donc ils font partie un peu de la réponse dans le futur du travail sur la guerre des talents. Mais j'ai l'impression que c'est encore assez timide, tu vois, par rapport à ce qu'on aurait pu faire et qu'on a encore du retard par rapport à nos amis américains, anglo-saxons là-dessus aussi. On est très bon. Je crois qu'on a un des écosystèmes les plus développés en France pour les indépendants en matière de tout ce qui existe comme service pour les indés. Mais par contre, côté entreprise, pour vraiment qu'on ouvre les vannes à fond et qu'on puisse collaborer plus franchement, je crois qu'on a encore des efforts à faire et que c'est pas encore évident pour un grand groupe de collaborer avec des indépendants, même si par contre pour les plus petites structures, ça fonctionne bien. La place de l'impact, alors autre sujet, ça pour le coup je pense qu'on avance beaucoup plus vite. Il y a un concept marketing qui plaît aux entreprises derrière, donc forcément elles s'y mettent, peut-être pas pour les bonnes raisons au départ, mais du coup c'est quand même quelque chose qui lance la machine et derrière c'est récupéré par des personnes qui peut-être ont plus de sincérité dans la démarche et ont envie de se bouger. Je crois que c'est obligatoire aujourd'hui d'avoir une notion d'impact, et ce que je vois de plus en plus dans les grandes entreprises, c'est avec lesquelles je passe la majeure partie de mon temps, c'est que ce service RSE qui s'est créé il y a quelques années est en train de disparaître parce qu'on se dit que c'est un sujet de tout le monde et que les enjeux RSE vont c'est pas juste l'affaire de quelques dizaines de personnes au sein d'un grand groupe, mais qu'on bosse aux achats, qu'on bosse au marketing, qu'on bosse à la supply chain. En fait, on doit intégrer, et ça fait partie des compétences holistiques qu'on va demander au-delà des compétences métiers, comme on va demander de maîtriser peut-être la communication non violente, peut-être de maîtriser aussi des outils d'IA, en tout cas d'avoir toute une palette et dont les enjeux RSE et l'impact est au centre des compétences qu'on demande. Donc toi, tu as le sentiment que ça bouge aussi dans les grandes boîtes. Ouais, ça bouge, ça bouge parce que c'est demandé par les collaborateurs, c'est demandé par les clients, ça devient un prérequis. Et le vernis suffit pas non plus, quoi. Juste de faire des grandes déclarations, ça marche pas, on demande des résultats.
Ok. Et ouais, pour rebondir sur ce que tu disais sur le freelancing, aujourd'hui en France, il y a plus d'1 million de freelances. Et ça ne cesse d'augmenter. Depuis 2009, il y a plus 92% de freelance. Et comme tu disais, tu donnais l'exemple des États-Unis. Là-bas, je crois que c'est 40% des travailleurs qui sont freelance. Donc, a priori, on est vraiment qu'au début de l'histoire sur cette montée de freelance. Donc, vous êtes des précurseurs, mesdames, messieurs. Donc, c'est cool. C'est cool parce que ça permet beaucoup de choses. Donc, très chouette. Et tu t'es intéressé dans ton premier documentaire à la question du sens, justement. On avait eu la chance de t'avoir à une masterclass où tu nous as éclairé là-dessus pour les membres de la communauté sociale Déclic. Et du coup, quelques années après, je pense 2 ans et demi, qu'est-ce que tu retiens si tu devais retenir 3, 4, 5 piliers qui permettent aux gens de remettre le sens, la notion de sens au cœur de leur activité professionnelle, ce seraient lesquels ? Déjà, je trouve ça très cool parce qu'en introduction, tu as fait la distinction entre le sens et l'impact. Et souvent, on confond les deux. Tu vois, quand on parle de quête de sens, on dit je suis en quête de sens, on mélange l'un et l'autre. Et on comprend mieux la notion quand on passe par l'anglais avec la quête de sens personnel, qu'on pourrait traduire par meaning, et qui est qu'en fait, dans le fond, à la fin de ma journée, est-ce que je suis content de ce que j'ai fait, est-ce que je me sens à l'aise avec ça, et le côté collectif, effectivement, l'impact positif ou négatif d'une action. Du coup, dans ce documentaire, Why Do We Even Work, on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on rejoint une organisation plutôt qu'une autre, au-delà de l'argent? Et on a identifié que peu importe la boîte, le pays, la taille de la boîte, le secteur, peu importe ce qu'on fait, il y a 3 grands leviers de motivation qui fait qu'on se lève le matin. Et du coup, trouver du sens, c'est identifier quel est le levier qui nous fait lever le matin et surtout arriver à appuyer dessus au quotidien. Et donc ces 3 grands leviers, le premier c'est l'environnement de travail, dans lequel on met le lien social, dans lequel on met la flexibilité, parfois les avantages inhérents à son job, au secteur, à l'entreprise à laquelle on bosse. Le deuxième, ça va être l'apprentissage, c'est la tâche en elle-même. Et plus que la tâche, c'est la façon dont je fais la tâche. Est-ce que je me sens autonome, créative, responsable? Est-ce que j'apprends? Est-ce que je monte en compétences? Puis le troisième, c'est la mission. Et dans la mission, il y a le fait de se sentir utile, de contribuer à un projet qui est plus grand que soi. Et en fait, on n'a pas tous les mêmes leviers de motivation. Et quand je fais ces sondages-là, en fait, quand je pose la question, est-ce que si vous devez choisir un grand levier de motivation, la plupart des gens choisissent soit l'environnement de travail, soit la mission, énormément, très peu pour la tâche. Mais c'est quand même pas tout le monde les mêmes choses. Et ça, c'est intéressant de l'avoir en tête parce que quelque chose qui va nous enthousiasmer va pas forcément enthousiasmer une personne de son équipe, le voisin. Et c'est important d'identifier le plus tôt possible quels sont ces leviers et au quotidien de pouvoir les actionner, parce qu'il y a des gens, ça va leur suffire de juste se dire je vais au boulot et je retrouve des gens avec qui je m'entends bien, des collègues, et je suis super content. Et puis d'autres, je m'en fous des gens, juste je veux monter en compétences, j'ai envie d'apprendre des trucs et c'est ça le challenge, c'est ça qui me motive. Et autre chose, c'est que ça va évoluer au fil de la vie aussi, c'est pas toujours la même chose, mais une fois qu'on a les clés, qu'on a compris comment est-ce qu'on se posait ces questions et comment est-ce qu'on y répondait par rapport à qui on est et à quoi on aspire, ensuite toute la vie on peut faire les petits ajustements nécessaires pour arriver à appuyer sur les bons leviers de motivation au bon moment. Et toi, tu as identifié ton ou tes leviers de motivation ? Ouais, grave, je me suis posé la question pas mal, je crois que j'en ai 2 principaux. Le premier, c'est l'apprentissage, et c'est ce qui fait que je suis allé sur plein de formats différents. Tu vois, quand j'ai fait un documentaire, je me suis dit on va faire de BD maintenant. Puis l'année dernière, on a fait une expo photo. BD, c'était cool, expo photo, c'est une galère, c'est trop bien, mais c'est une galère. Et parce que je me suis dit j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire d'autres trucs. L'année dernière, on est passé du documentaire à une docu-série, on a rajouté de la fiction aussi, parce que même si on veut continuer à explorer le futur du travail, je veux toujours des nouveaux formats. Donc apprendre, ça c'est sûr. Et après, environnement de travail, pas tellement pour le côté télétravail, mais plutôt pour le côté, en fait, les gens avec lesquels je bosse, ça devient tous des amis, et je refuse de bosser avec des gens avec qui je m'entends pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de continuer à faire ce que je fais, c'est les personnes avec qui je passe les journées. Donc c'est les partenaires avec lesquels je travaille, c'est les réalisateurs avec qui je passe mon temps pour faire les documentaires, c'est les gens qu'on va interviewer. Et ça, je crois que c'est mes 2 grands piliers, tu vois, l'apprentissage et l'environnement de travail. Trop bien. Donc, si tu avais un conseil à donner, c'est aux personnes qui sont là, c'est essayer d'identifier les leviers de motivation personnelle, parce que ça peut être 1, 2 ou 3 de ceux que tu as cités, quoi. Ouais, exactement. Et puis après, il y a plein de ramifications, et puis ça va évoluer, ça va bouger. Mais se poser les bonnes questions le plus tôt possible, et essayer de trouver, d'y répondre. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, parce que toi, c'est ce que tu dis, tu as énormément besoin de mouvement, d'apprendre des choses. Et du coup, c'est quoi tes futurs projets ? Qu'est-ce que tu vas lancer pour apprendre encore ? Parce que tu as déjà développé plein de formats différents. Donc, c'est quoi ton actu, tes breaking news ? Alors, on va refaire un nouveau documentaire. Le 5e Work in Progress. Pour le coup, le format, on va revenir du documentaire après la docu-série, mais on va tester autre chose. Qui a vu Seaspiracy sur la surpêche? Il est très cool, je vous le recommande, hein. Mais en gros, c'est un doc qui parle de la surpêche, et il y a un parti pris où il y a des interviews posées, et en même temps c'est un mix un peu vlog, hyper immersif, et j'ai envie d'aller là-dessus, d'aller tester ce format où on a un côté un peu reportage, et en même temps de l'interview posée bien léchée, où on met 4-5 heures d'install, tu vois. Donc sur le format, on va un peu
peu évolué, les thématiques aussi. Je referai une Whip Expedition Night, c'est cette grande kermesse du travail dans laquelle on a des formats un peu marrants sur les sujets de fond, sur les transformations du travail. Et puis un autre format, je peux pas encore en parler parce qu'il est vraiment encore en construction, mais un truc qu'on a encore jamais vu sur le futur du travail et qu'on voit pas tellement d'ailleurs dans les événements B2B business, mais qui devrait être très marrant. Et le truc, le fil rouge, c'est aussi que j'ai envie de m'amuser en fait. Moi, c'est que ça m'éclate tous ces trucs-là, quoi. Et comment tu t'entoures, parce que c'est des gros projets en tant que freelance, je pose cette question parce qu'en tant que freelance, on peut parfois se sentir seul aussi. Donc toi, comment tu fais pour t'entourer, pour être capable de faire des projets aussi quali et aussi différents à chaque fois? Bah écoute, c'est une bonne question et je me suis posé vraiment là-dessus il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans je faisais un documentaire et puis je me rends compte que j'ai beaucoup plus de demandes que ce que je peux absorber tout seul, et là je pose la question de est-ce que je recrute, est-ce que je monte une boîte, est-ce que je fais la croissance ou est-ce que je reste solo. C'est un peu, je pense que c'est le coup classique du freelance qui est tenté par la croissance, je suis dépassé par ces trucs, et puis je me suis dit non, mais en fait moi ce que j'aime c'est vraiment de mettre les mains dedans, quoi. C'est d'y aller et c'est pas de déléguer, de passer mon temps à manager, donc j'ai pas envie de monter une équipe, j'ai pas envie de recruter. Je vais collaborer avec des freelances, donc je bosse là aujourd'hui avec une dizaine de freelances, avec 3-4 vraiment quasiment tout le temps chaque semaine, et puis en fonction des projets je sollicite du monde et c'est les mêmes en fait depuis 3-4 ans. Alors il y en a de nouveaux qui viennent au fur et à mesure, mais je dirais que d'une petite équipe, tu vois, de freelance qui sont un peu loyaux, sur lesquels je m'appuie. C'est les mêmes qui font le graphisme, la DA depuis le début des documentaires, c'est les mêmes qui m'accompagnent parfois sur la facilitation quand je vais faire des interventions, des conférences, des projections et des ateliers. J'ai une bras droit qui m'a rejoint là depuis 1 an maintenant, et donc je m'entoure de freelance et je suis hyper content dans cette façon de bosser, et je me suis pas tenté par le fait de recruter, de me dire non, en fait j'ai envie de programmer parfois aussi mes campagnes MailChimp tout seul, et j'ai envie de le faire à la main, tu vois, j'ai pas envie de passer mon temps juste à déléguer, de cadrer, d'envoyer des briefs, et ça me saoulerait, quoi. Ok, trop bien. Je propose maintenant de permettre aussi aux personnes qui sont là de pouvoir te poser des questions. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Samuel? Et je précise qu'il faut y aller maintenant parce qu'après, il va devoir partir. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous lancer. Bonjour, du coup, moi c'est Alioun et j'ai l'impression, t'es un peu couteau suisse. Ouais. Ouais, moi aussi, je crois. Et du coup, comment tu te présentes aux gens? J'ai tenté l'exercice avec 2 personnes, je suis pas sûr d'avoir été très convaincant. Comment tu fais en fait? Comment tu te présentes? Ça dépend à qui je parle, je raconte ce que j'ai envie, tu vois. Mais globalement, je pense que ce qui résume tout ce que je fais, c'est l'écriture, parce que j'écris sur plein de formats différents. Okay. Donc généralement, je me présente comme l'auteur des documentaires Work in Progress, et je mentionne pas tout le reste. Et après, en fonction de si je veux parler à des chaînes à qui je vends mes documentaires, je me présente comme le producteur. Je peux me présenter comme conférencier si je veux vendre des conférences, ça dépend à qui je parle. En tout cas, si c'est en soirée, j'ai la flemme, je dis juste que je fais des documentaires. Et donc je me range dans la case documentariste, ce qui du coup me définit pas du tout, je trouve, parce que je fais beaucoup d'autres choses et je me sens pas comme quelqu'un qui fait des documentaires, même si c'est ce qui m'occupe le plus. Mais c'est une question qui est horrible en fait, et donc ça dépend à qui tu parles, tu vois. Et en fonction de quelle est l'heure de la soirée à laquelle tu me parles, la réponse sera plus ou moins longue. Mais en vrai, il me faudrait 5 minutes pour l'expliquer à quelqu'un qui est vraiment intéressé, mais j'ai la flemme, tu vois. Ok. Ça me plaît beaucoup comme réponse, merci. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Ou des remarques, ouais. Non, visiblement, c'est tout bon. C'est que la présentation était parfaite. Et ben je vous passe la main alors. Merci en tout cas. Toi, je vous souhaite une bonne soirée. Je dois filer. Profitez de l'apéro. Le lieu est très cool. Bravo à toute l'équipe qui a organisé ça, c'était très cool. Il y a plein de gens avec qui j'aurais aimé passer plus de temps, mais je vais devoir filer. Grande bise, Auguste. Ciao tout le monde, et puis bonne soirée. Bonne fin de conférence. Bonne soirée. Salut Samuel. Merci encore. Alors on va enchaîner avec Valentin. Salut Valentin. Salut Charlotte. Est-ce que tu peux démarrer, comme Samuel, par te présenter, et si tu as envie de nous glisser aussi une petite info sur toi qu'on ne saurait pas, je t'en prie. Alors moi c'est Valentin, moi mon truc c'est l'écriture. Donc j'ai écrit mon premier article de blog, je l'ai publié en 2016 sur internet, ça commence à 8 ans, ça remonte un petit peu. À l'époque j'étais on va dire un étudiant paumé en césure qui se demandait ce qu'il allait bien faire de sa vie après. Et en fait, ce premier article, ça a mis le doigt dans un engrenage. Et en fait, j'ai découvert l'écriture, j'ai découvert le marketing, j'ai découvert l'entrepreneuriat, le freelancing. Je me suis pris au jeu, j'ai trouvé un job. Ensuite, je suis devenu freelance.
Et aujourd'hui, j'ai mon entreprise qui s'appelle Sauce Writing et je fais des formations en écriture avec un volet écriture pure et un volet business aussi où j'aide des freelances en écriture à vivre de leur activité. Et avant de te lancer en freelance, t'es resté combien de temps salarié finalement ? Alors moi, mon parcours exact, c'est donc j'ai fait école de commerce, donc j'ai fait les stages classiques, j'ai fait 1 an de stage en banque. Voilà, j'ai eu envie de partir après ça. Ensuite, j'ai fait 6 mois de stage dans une start-up où j'ai fait du content marketing pour eux. Donc, j'ai écrit pour eux. Ça a validé l'intérêt que j'avais pour le marketing, pour l'écriture. Et ensuite, je suis devenu, marketeur pour une start-up à Paris pendant 2 ans, de fin 2017 à fin 2019. Je suis parti le 31 décembre 2019, juste avant le Covid. Est-ce que tu as eu peur au moment de te lancer en tant que freelance ? J'ai évidemment eu peur, parce que je pense que ça serait faux de dire que c'est facile et que c'est la transition et voilà, on passe juste d'un job à l'autre. Donc j'ai évidemment eu peur. Par contre, j'ai bien préparé la transition. D'ailleurs, ça m'amène à la fun fact que j'ai pas dit, c'est que j'ai écrit 4 livres. Voilà. Et j'avais écrit un livre en 2017. Et en fait, depuis le premier article que j'ai écrit en 2016, j'ai jamais arrêté d'écrire. J'ai toujours continué à publier sur des blogs, sur LinkedIn, différents formats. Et donc, quand j'ai quitté mon job fin 2019, ça fait déjà 3 ans que j'écrivais. J'ai continué à écrire en parallèle de mon job, à alimenter mon blog, à alimenter mon audience, ma newsletter, et à préparer la transition. Donc, quand j'ai fait ma transition, j'étais prêt. J'avais commencé à accumuler des gens qui me suivaient, des gens qui me lisaient, des gens qui voulaient discuter avec moi, parce que quand on crée du contenu, on attire des gens sur Internet. Et donc, j'avais bien préparé mon coup. Ouais, donc le conseil aussi, d'après ce que tu dis et ton expérience, c'est qu'il faut quand même bien se préparer avant de se lancer et avancer un maximum de pions pour partir plus serein, quoi. Ouais, parce qu'en fonction de l'activité qu'on a, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Il y a à la fois des compétences très concrètes. Donc, si je suis freelance, qu'est-ce que je vends à mes clients ? Donc ça, c'est la base, c'est votre produit. Donc, il faut être solide dessus, il faut avoir un minimum de confiance. Ça, c'est la partie visible, c'est la partie très concrète, mais il y a toute une phase invisible qui sont tous les soft skills, tous les savoir-faire, les savoir-être qu'il faut développer pour s'établir en tant que freelance. Donc, encore une fois, il y a des trucs très concrets, apprendre à vendre, fixer des prix, savoir parler à un prospect, savoir négocier, savoir trouver des clients. Et puis moi, un truc que j'aime bien dire, c'est, en ce moment, c'est ma rengaine, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'aime bien dire que tout ce qu'on fait dans notre activité, les stratégies qu'on met en place, les techniques qu'on fait ou qu'on ne fait pas, c'est juste un reflet de nos croyances et de ce en quoi profondément on croit et de nos peurs, nos doutes, nos blocages. Et en fait, il y a un gros enjeu d'introspection, de parvenir à se comprendre, de parvenir à savoir comment on fonctionne, comprendre ses forces, ses faiblesses, ses biais, ses blocages, ses angles morts. Et ça, c'est un travail qui prend du temps. Et en fait, il faut faire tout ça en même temps. Et est-ce que c'est, selon toi, un travail qu'on peut faire seul ? D'apprendre sur soi, justement. Oui, je pense que ça démarre tout seul. Je pense qu'il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Parce que quand on entreprend, alors ça dépend de ce qu'on fait, mais typiquement quand on est freelance, quand on passe d'un job salarié avec des collègues, avec un lieu de travail, avec une routine, ce que moi j'avais, d'un coup, t'es dans ta chambre, tout seul, t'as ton ordi, il faut que tu fasses des trucs. Moi, t'es très solitaire, malgré tout. C'est très solitaire. Et donc, je pense qu'il faut être à l'aise avec ça. Il faut, quelque part, aimer ça aussi, je pense. Mais après, je pense que c'est pas suffisant parce que souvent, on est incapable d'identifier soi-même ses angles morts et ses biais. Donc, il faut s'entourer de gens. Il y a un peu ce truc de De Vinci, je sais pas si vous connaissez, mais il disait il faut passer 30% de son temps avec des gens au même niveau que soi, 30% de son temps avec des gens qui sont plus avancés et 30% avec des gens qui sont en dessous. Et ça, en fait... sans le faire de manière volontaire, en fait, je me rends compte que ça a été un peu le fil rouge de tout ce que je fais depuis 4-5 ans. Quoi. Trop bien. Et comme tu es un amoureux de l'écriture, j'avais aussi une autre question pour toi. C'est en quoi pour toi l'écriture peut aider les freelances à développer leur business ? Comment le faire pour que vraiment l'écriture porte son business ? Ouais, je dirais qu'il y a 2 niveaux. Encore une fois, il y a la phase visible qui est j'écris pour trouver des clients. Voilà. Quand tu es freelance, l'un des enjeux, si ce n'est l'enjeu prioritaire, c'est s'assurer un carnet de commandes, du chiffre d'affaires pour de la stabilité. Et donc pour ça, écrire pour partager ses compétences, partager son expertise, montrer qui on est, c'est un levier qui est gratuit, accessible. Il y a plein de plateformes pour le faire, donc c'est très facile et il y a plein de freelances qui trouvent des missions comme ça. Et puis la phase immergée, c'est une phase qui est plus personnelle
qui complète très bien ce travail d'introspection. Voilà, je mets mes pensées sur une feuille de papier ou sur un article. Du journaling, par exemple. Ouais, du journaling. Moi, je sais que j'ai démarré comme ça. J'ai démarré sans aucune ambition. Je savais même pas que ça existait tout ça. Je me suis juste dit, ma réflexion ça a été, dans 1 an je vais travailler, je vais devoir trouver un job, je sais absolument pas ce que je veux faire. Comment est-ce que je peux être moins bête? Et donc j'ai commencé à lire beaucoup et j'ai fait des résumés de ce que je lisais. Et donc c'était un moyen pour moi de lancer la machine et de m'améliorer en tant qu'être humain. Et en fait ça a mis le doigt. En fait j'ai vu que mais en fait il y a une idée de ce livre qui fait un lien avec cet autre livre là, et donc je vais faire un article original qui va essayer de compiler ces 2 idées. Et en fait au fur et à mesure j'en ai appris beaucoup sur moi. Et puis écrire c'est difficile. Je sais pas si vous avez déjà essayé de publier un article ou même d'écrire pour vous. C'est compliqué parce que... Qui écrit d'ailleurs? Pour soi ou pour les autres? Un petit peu, c'est très bien, continuez. Et c'est inconfortable, c'est difficile, c'est douloureux. Au début les premiers articles, c'est horrible. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas légitime, on a peur, on a très peur de montrer ce qu'on fait. Moi, j'étais terrifié dès que des gens voient ce que j'écrivais. Moi, je me souviens, quand j'ai publié mon premier article, je me suis dit, oh là là, mais demain, je vais aller à l'école, mais les gens, ils vont tous me regarder, ils vont me pointer du doigt. Je vous rassure, personne, tout le monde s'en foutait, c'était très bien. Mais voilà, il y a plein de peurs, c'est une aventure qui est très personnelle, et l'écriture c'est un super outil qui est quasiment thérapeutique pour savoir ce qu'on fait, pour mettre au clair ses pensées. C'est marrant parce que hier soir j'écoutais un podcast de Nina Ramen que vous devez sûrement connaître, de Ramène ta fraise, qui était invitée sur le podcast de Change ma vie. C'est hyper intéressant comme podcast avec Hélène, on l'écoute pas mal, de développement personnel. Et Nina Ramen a posté des milliers de posts, vous vous doutez, par son activité. Et en fait, elle dit à chaque fois qu'elle clique, elle continue à avoir peur malgré tout, quoi. Il y a toujours ce truc un peu dans les viscères où voilà, au moment de cliquer, c'est dur pour tout le monde. Et en fait, je trouve que c'est rassurant de se dire que même à ce niveau-là, on peut toujours avoir un peu la boulinette au ventre et que ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, la peur ne disparaît jamais, mais par contre, on apprend à danser avec la peur. Exactement. C'est ce qu'elle disait, de la maîtriser plutôt. Trop bien. Et moi, il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec toi parce que je pense qu'on est beaucoup ici à passer par ça. C'est la problématique pour les freelances des montagnes russes émotionnelles, mais aussi d'activité. Je vous vois tous faire comme ça, donc on est bien dans la même team. Donc, quels seraient tes conseils par l'écriture ou peut-être par d'autres canaux, d'autres actions, pour moins avoir à la fois ces montagnes russes émotionnelles et niveau business aussi, où on a des gros creux et puis des moments où on ne sait plus où donner de la tête? Ouais, c'est une question qui est super intéressante. Et effectivement, il y a les 2 niveaux. Le niveau, la face immergée, le niveau très business, j'ai plus de clients, j'ai plus de chiffre d'affaires, comment est-ce que je fais? Je pense que quelque part la réponse, vous la connaissez tous, c'est avoir les bonnes pratiques en termes de constamment essayer d'engager des contacts avec des prospects. Souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai des missions, du coup je me dis ça y est, c'est bon, j'ai gagné, je me repose un petit peu, on fait moins l'effort de communiquer, on fait moins l'effort d'aller parler à des gens, on va moins à des événements, on va moins prospecter. Du coup, ce qui fait que quand la mission s'arrête, on se dit oh là là, mais d'un coup j'ai plus rien. Donc quand on est freelance et qu'on signe une mission pour 3 mois, pour 6 mois, il faut tout de suite se dire ok, je dois anticiper ce qui se passe dans 3 mois, dans 6 mois. Et donc des hygiènes de création de contenu par exemple, moi c'est ce que je recommande, après il y a plein de méthodes, mais créer du contenu sur LinkedIn, sur un blog par exemple, même d'autres formats, du Insta, etc., tout est possible. Et donc ça, se bloquer du temps dans sa semaine, moi je recommande de ne jamais se remplir à 100% dans la semaine, mais toujours garder au moins un jour de battement, un jour tampon pour bosser sur son business. Pas pour ses clients, mais sur son business. Faire sa com, parler à des gens, tout ce travail-là qui demande du temps, aller prospecter. Prospection, c'est aussi un super moyen. En tout cas, la question pour moi, c'est comment est-ce que je parle à des prospects potentiels? Prospection, réseautage, contenu. Voilà, c'est les 3 grands piliers globalement. Après, il y a peut-être des plateformes également. Et c'est toujours d'anticiper. Et c'est de se dire, ok, donc là j'ai vendu 3 mois, ça veut dire que je dois anticiper dans 3 mois qu'est-ce qui se passe. Et donc toujours essayer d'avoir un temps d'avance. Et ensuite, la partie cachée, c'est la partie personnelle, émotionnelle, qui est évidemment très difficile. Au début, je pense que les montagnes russes, on les subit de plein fouet. Et le lundi, on est le roi du monde. Le mardi, on a envie de tout arrêter, de reprendre un job et de changer de vie. Je pense que c'est normal au début.
moi, en tout cas, je parle de ce qui m'aide moi par rapport à ça. Écrire. Moi, j'ai toujours un petit carnet. Alors, je l'ai pas là, mais j'ai un petit carnet dans lequel j'aime bien noter mes pensées. Et le fait de les sortir, je trouve que ça les rend. En fait, souvent, quand on a une peur, c'est parce que on a une espèce d'anxiété qui est mal définie. Mal exprimé, quoi. Qui est mal exprimé. Et donc, du coup, le fait de l'écrire, le fait de mettre des mots dessus, on se rend compte que, en fait, c'est pas si grave. Ce qui m'aide aussi, c'est voir le chemin parcouru et me rendre compte que toutes les questions que je me posais, toutes les anxiétés que j'avais il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, elles ont été balayées, ça s'est très bien passé, je suis pas mort, tout va bien. Voilà. Et ensuite, l'autre chose, c'est que, alors ça, c'est évidemment propre à chacun, c'est compliqué, il y a plein de parcours de vie, mais ce qu'on fait au niveau pro, c'est aussi un reflet de notre vie perso. Et donc, quelque part, si on veut pouvoir performer dans la vie pro, il faut essayer de créer des conditions optimales dans sa vie perso. Espace de travail, on en parlait avec Samuel, bien manger, bien dormir, faire du sport. Vous le faites, hygiène de vie, vous êtes bien? Ouais, ça va. Franchement, je vois des so-so quand même. Hein. Moi, c'est tellement bête, c'est tellement cliché, j'ai l'impression que je fais la leçon, mais je fais pas la leçon, mais bien dormir, je pense que c'est le facteur clé de succès numéro 1 d'une journée réussie du lendemain. Moi, j'ai 30 ans, donc bon, je suis encore assez jeune. Ça va. Hein. Ça va, mais sans enfant, ouais, effectivement. C'est pour ça que je mets les précautions de ça dépend des conditions de vie. Je sais très bien que c'est pas facile pour tout le monde, mais et qu'on a tous des contextes particuliers. Mais moi, si je dors pas mes 8 heures, je sais que le lendemain, je suis impacté. Et la nutrition, c'est pareil. Merci, parce que je voulais proposer de faire une sieste ensemble. Non, je plaisante. La nutrition, aller marcher, aller faire du sport, tout ça, ça aide. Et je vais rajouter un dernier petit conseil, c'est déconnecter. Parce que digitalement. Ouais, digitalement. Parce que alors c'est un peu contradictoire parce que moi je fais du contenu, je vends du contenu. On regarde ton contenu et après on déconnecte. Non, mais je pense que il y a beaucoup de troubles mentaux qui viennent du fait que on passe son temps à consommer du contenu, à se comparer aux autres, à voir 1000 approches. En fait, là, si j'ouvre mon LinkedIn, je vais voir 10 posts, 10 personnes qui vont me parler de 10 manières différentes de faire ce que je veux faire. Comment ça peut ne pas créer un espèce d'énorme brouillard mental? Donc, il faut avoir une hygiène, pareil, assez saine, se mettre des moments, se mettre des bloqueurs, ne pas travailler avec son téléphone. Voilà, il y a plein de choses pour essayer de mitiger les montagnes russes. Trop bien. J'avais aussi une autre question et après je vous laisserai aussi poser les vôtres, mais je pense que ça doit être le persona, enfin un peu la situation dans laquelle certains d'entre vous et certaines d'entre vous êtes très certainement. C'est le freelance qui a 1, 2, 3 années d'activité et qui doit rester dans le game, dans un marché qui est quand même compétitif parce qu'on a dit il y a de plus en plus de freelance. La situation économique, la conjoncture, tout le monde dit que c'est pas ouf. Il y a le sujet du TJM aussi, comment tarifer aussi dans ce marché concurrentiel, comment être visible, comment trouver des nouveaux clients, comment fidéliser ceux qu'on a déjà. Enfin, où est-ce qu'on va là? C'est quoi la question là? Du coup, la question en résumé, c'est par rapport à tout ça, selon toi, c'est quoi la prio pour rester dans le game? Est-ce qu'il faut en prio se former? Est-ce qu'il faut en prio trouver des recos, fidéliser? Est-ce qu'il y a une hygiène un peu par rapport à tout ce que je viens d'évoquer? En gros, comment faire de la croissance dans ce marché concurrentiel et rester dans le game, en résumé? Ouais, grosse question. Je pense qu'il faut un peu faire tout ce que tu as cité. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la difficulté avec le fait d'être freelance, c'est qu'il faut avoir toutes les casquettes d'un coup. Tu es à la fois le directeur marketing, le directeur commercial, le directeur financier, le directeur produit et peut-être même le directeur technique. Et donc il faut essayer de jongler entre tout ça, il faut se garder des moments. Moi je pense que de toute façon, quelque part, si tu détricotes tout, on en revient toujours au fait de est-ce que j'ai des clients ou pas? C'est ça le juge de fait d'une activité. Donc moi je dirais que la priorité c'est essayer toujours de continuer à enclencher des contacts. Encore une fois, via la prospection, via le contenu, via le réseautage, voilà, il y a différentes choses. Ne pas rester seul, je pense que ça c'est un truc aussi, parce qu'on peut vite broyer du noir, on peut vite tout remettre en question. Et moi je vois très bien à quel point
ça dépend des profils, mais si on est trop tout seul, en fait, on n'arrive plus à y voir clair. On a un brouillard, on remet tout en question, on n'est plus lucide sur la situation. Et à la fois aller parler à des pairs, et ce que je disais tout à l'heure, des gens peut-être plus avancés, se former, des gens peut-être en dessous, aller prendre des gens sur son aile aussi, pour essayer de... Ok, en fait, je sais faire des choses, je peux transmettre des choses, ça crée de la confiance. Et moi, le dernier point peut-être, c'est toujours continuer à soi-même pratiquer ce qu'on vend. Alors ça dépend évidemment des missions, des jobs qu'on a, mais moi je vends de l'écriture, donc j'écris. Et donc je reste pertinent comme ça. Si je suis designer, si je suis graphiste, si je suis dev, bah ça me paraît très important d'avoir mon petit projet à côté, ou même pour ma com à moi. Ça me sert ma com en plus, c'est ça qui est bien. Aller designer pour moi. Aller faire des petits projets, des petits side projects pour m'entraîner à faire du code. Et c'est comme ça qu'on reste, je pense, pertinent. Trop bien. Et ce sera la dernière question avant de prendre les vôtres. Du coup, tes projets, toi qui aimes bien aussi, un peu comme Samuel, un peu touche à tout. Qu'est-ce que tu as dans les... Il y a toujours 1000 trucs. Là, le projet du moment, c'est... j'organise un challenge de création de contenu. Ça dure 10 jours. Et le but, c'est de publier un contenu tous les jours pendant 10 jours. Et moi, je suis là avec un ami pour vous aider, vous encourager. Ça s'appelle le défi brique. Ça démarre lundi. Donc si jamais ça vous intéresse, vous venez me parler après et je vous dirai comment vous inscrire. C'est gratuit. Trop bien. Et ben, merci beaucoup. Je propose de prendre vos questions du coup, si vous en avez. Alors moi, je voudrais savoir si l'arrivée de l'intelligence artificielle a eu un impact sur toi, notamment sur ton écriture en premier, ensuite sur ta communication avec les prospects et enfin sur une éventuelle stratégie pour gagner des clients, donc voilà, ou pas. Qu'est-ce que l'IA a changé ? Finalement, pas grand-chose. J'utilise un petit peu l'IA, j'essaye de l'intégrer dans mes process de travail. Je trouve que c'est un excellent partenaire de brainstorming. C'est un excellent partenaire pour aller trouver des idées, faire des... Par exemple, quand tu fais un article en post LinkedIn, tu peux lui demander de te brainstormer différents angles, différents plans, te faire un premier jet. Mais en même temps, je me dis, en fait, ça me prend toujours plus de temps d'aller parler à l'IA. Ça fait tellement de temps que je le fais qu'en fait maintenant j'ai acquis des réflexes où je vais assez vite. Et en tout cas pour l'instant aujourd'hui, il n'est pas du tout encore au niveau pour que je lui dise fais-moi ce contenu et je le publie et puis c'est bon quoi. Je trouve que pour faire de l'écriture pure, c'est pas encore... Après tout dépend de ce qu'on fait. Moi je valorise l'écriture. Donc moi j'ai vraiment envie d'aller travailler mes contenus, d'aller essayer d'avoir du fond, d'essayer de travailler la forme. Et là-dessus en fait pour l'instant, je considère que je suis pas mieux servi que par moi-même, en fait. Après, oui, je pense qu'il y a plein de manières assez malines de l'utiliser. Ce qui est difficile avec l'IA, je trouve, c'est que ça va tellement vite, c'est qu'il y a tellement d'outils qui sortent tout le temps, qu'en fait, c'est un job à temps plein de juste rester à jour. Et en fait, si tu utilises ChatGPT, t'es déjà dépassé, limite. Parce que ce qui est bien, c'est Anthropic, c'est Claude, c'est machin. Enfin, il y a tellement de trucs. Donc, j'essaye. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai déjà beaucoup de choses à faire par moi-même. C'est compliqué d'aller me prendre 3 heures par semaine pour rester à jour. Donc j'essaye un petit peu. Voilà, là j'ai testé un truc qui me permet d'avoir une espèce de commande vocale. C'est le ChatGPT O, mais c'est un petit peu remixé. Où quand je parle, ça interprète avec ChatGPT et ça peut me faire un mail. Pour ce genre de choses, c'est bien. Mais ça reste encore des tâches. Je trouve que l'IA, c'est un super stagiaire pour l'instant. Merci. Et ça, c'est pour donc l'écriture, mais pour ta stratégie, pour gagner des clients, est-ce que ça change rien. Ça change rien. Ok. Une question. Bonjour Valentin, merci pour ton intervention. J'ai une petite question concernant les sujets pour poster sur LinkedIn. Si on a plusieurs sujets, par exemple, si on veut parler de
développement no code de photos et qu'on veut prospecter sur LinkedIn, comment faire pour être niché ou se positionner sur un angle marketing ou je sais pas comment dire, mais parce que si par exemple on parle de photos, on parle de site internet, on parle de marketing, la personne qui est en face de nous, elle va se dire mais qu'est-ce qu'il fait quoi. Ouais, c'est toujours des questions un peu tricky. Dans l'idéal, tu as une cible, un positionnement, un message et une communication qui est alignée avec tout ça. Ça, c'est évidemment la version idéale. Après, c'est à adapter à chacun. Une fois que je dis une cible, un positionnement, une communication, ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu peux pas aborder d'autres sujets. Au contraire, je trouve ça bien de pas uniquement être je parle que de mon truc et je sors pas du tout du radar. Et donc une fois de temps en temps parler de tes hobbies, de tes passions parce que ça nourrit aussi qui t'es, ça je trouve ça bien. La réflexion que j'aurais, et du coup il faudra qu'on en parle, mais est-ce que tu as besoin de nourrir ces deux activités au même niveau en termes de... Est-ce que tu as besoin d'autant de clients? Est-ce que les enjeux sont aussi stratégiques sur l'un que sur l'autre? Auquel cas peut-être que tu peux te dire bon bah je vais avoir un axe de com prioritaire peut-être sur le no-code et de temps en temps tu vois je vais parler un peu de photos et ça fera un peu le gars du no-code qui fait des photos. Tu peux avoir ça. Moi je te conseillerais peut-être d'avoir une couleur prioritaire pour que ce soit plus lisible sans pour autant te fermer des portes et ne parler que de ça. Moi je trouve qu'il faut, de manière générale quand on fait du contenu, il faut un équilibre entre penser son contenu pour performer, trouver des clients par exemple, mais sans pour autant se perdre dans le truc. Et donc toujours garder soit un canal, soit un moyen, soit des moments. En fait, je crée du contenu pour me nourrir moi. Donc peut-être que toi, le no-code, c'est ton business. Et donc tu as un an pour manger, pour faire ton chiffre d'affaires. Tu focuses ton contenu là-dessus. Et en même temps, tu te gardes des moments où tu vas plus créer pour toi et parler de photos par exemple. Ça, je trouve que c'est sain comme équilibre. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonsoir et merci pour cette intervention. J'ai cru comprendre que du coup il y avait un challenge qui arrivait là de publier du contenu tous les jours. Il y a une question que je me pose, c'est selon toi, c'est quoi le bon rythme de publication? Parce que je sais qu'il y a des gens qui publient quand ils en ont envie pour pas se sentir contraints ou quand ils estiment qu'ils ont quelque chose à dire aussi. Et je sais qu'il y en a qui sont très rigides. Enfin là, j'ai lancé un podcast au travail. On m'a dit il faut absolument que ça sorte le même jour, tout le temps, parce que les gens sinon ils s'en retrouvent pas. Il y en a d'autres qui me disent que pas du tout. Ouais. Du coup, j'étais curieuse de savoir comment tu te positionnais. Alors, il y a plein de réflexions à détricoter qui sont intéressantes. Déjà, ma conviction fondamentale, avant de parler de tout le reste, c'est que la qualité passe par la quantité. Pour devenir bon dans ce que fait, il faut faire beaucoup. Pour être bon au basket, il faut beaucoup faire de lancers francs et de 3 points pendant longtemps. Et c'est seulement parce qu'on en fait beaucoup qu'à un moment on devient bon. Donc écriture c'est pareil, toutes les compétences c'est pareil. Donc c'est pour ça que nous, le défi dont je parlais, c'est pour les gens qui cherchent une impulsion pour se lancer. Moi, le conseil que je donne pour se lancer, c'est tu te prends pas trop la tête, publie. Tu vas comprendre ce que tu fais, tu vas progresser, tu vas prendre le rythme, tu vas prendre l'habitude, tu vas dépasser tes peurs, tes blocages. Et c'est une fois que tu auras passé ça que tu pourras te demander comment est-ce que je fais mieux, plus intelligent, plus malin, etc. Donc il y a un peu deux phases. Il y a au début, tu vas favoriser le volume, la quantité. Et quand tu commences à comprendre ce que tu fais, ça prend du temps de comprendre ce qu'on fait. Hein. Moi, j'ai mis 4 ans avant de comprendre ce que je fais. Ou peut-être pas 2 ans, 3 ans. Quand tu commences à comprendre ce que tu fais, c'est là que tu peux te dire ah ok, j'ai vu ce qui plaît, j'ai vu ce qui plaît pas, j'ai vu ce qui me convient, ce qui convient pas, j'ai compris le code de la plateforme sur laquelle je suis, j'ai compris comment ça marche, les mécaniques, et donc là je vais pouvoir ralentir un petit peu, publier moins, mais par contre publier de manière plus intentionnelle, et donc mieux penser mes posts pour ma cible, mieux penser mes posts pour communiquer ma valeur. Mais ça c'est possible uniquement parce que tu as fait ce travail avant de volume. Tu vois, il y a beaucoup ce sujet aussi, je trouve, de il faut travailler moins quand tu es entrepreneur. Oui, tu peux travailler moins, mais tu peux travailler moins parce que d'abord tu as travaillé plus. Et d'abord tu t'es musclé pour te permettre de comprendre ce que tu fais et pour ensuite avoir le recul et être plus intelligent. Donc c'est un peu pareil, je trouve. Et après, quand tu crées du contenu, tu as effectivement un enjeu de créer un rendez-vous. Donc c'est pour ça que c'est bien, effectivement, c'est recommandé de publier à heure fixe ou à jour fixe, par exemple. Quand tu fais un podcast, par exemple, je sais que tous les lundis, moi j'écoute l'Afterfoot, je sais pas si vous connaissez, je sais que tous les soirs, 21h minuit, c'est l'Afterfoot, depuis 15 ans.
Et je sais que c'est le rendez-vous, et le lendemain, il y a le podcast. Et donc, j'étais habitué à ça. Et donc, pareil, il y a d'autres... ça permet de créer un rendez-vous chez les gens, quoi. Mais c'est pas une obligation. En fait, c'est toujours pareil, c'est en fonction de ton contexte, il y a plein de choses. Merci. D'autres questions? Ou remarques? Oui, on se lance. Ok. Bonjour, moi je voulais savoir, si tu pouvais nous en dire un peu plus sur les livres que tu as écrits, que tu as publiés, les 4 livres notamment. Alors ça, c'est extrêmement inconfortable de parler de mes... Je sais pas pourquoi. J'ai pas de mal à parler de ce que je fais. Je suis vraiment curieuse parce que j'aimerais bien faire pareil. Ok. Je te parle du dernier livre, c'est le plus simple, il est frais dans ma mémoire. Ça s'appelle Courage, illusion et sagesse. Alors j'ai pris un titre un peu cryptique, mais en fait le pitch du livre, c'est que il n'existe aucun problème de business, il y a uniquement des problèmes d'entrepreneur. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ce que tu fais dans ton business, c'est la conséquence, une résultante de tes croyances, tes peurs, tes blocages et ton état d'esprit. Et donc j'essaye de décortiquer les différentes étapes et les paliers par lesquels on passe quand on développe un business de freelance. Ces paliers, je les matérialise par des niveaux de chiffre d'affaires de 0 à 20 000 euros annuels, de 20 000 à 50 000 et au-delà de 50 000. Et ce que j'explique globalement, c'est que de 0 à 20 000 euros, tous les freelances vont globalement avoir les mêmes types de réflexions, les mêmes types de problèmes, ils vont devoir dépasser les mêmes blocages. De 20 000 à 50 000, pareil, il y a des blocages, rapport à l'argent, peur du rejet, bref, il y a plein de choses que je développe dans le livre. Et je présente les problèmes et je donne aussi des pistes, des solutions pour les développer. Ça, c'est le dernier, il est auto-édité, il coûte 99 centimes en Kindle et 9,50 € sur Amazon. Voilà, si vous voulez y aller, il est pas cher du tout. Ouais, carrément, bah merci. C'est fou, c'est inconfortable de parler de... Mais je sais pas pourquoi. Alors moi j'ai une question sur ton deuxième livre. Non, je peux... Y a-t-il d'autres questions? Non. Je vais prendre de l'eau, je reviens. Ouais. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, Valentin, je te laisse prendre de l'eau et merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir. Pour tous les conseils pratiques. Et on va continuer avec Hélène. C'est à moi. Salut Hélène. Bonsoir. À nouveau classiquement, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi c'est Hélène, j'ai 38 ans, j'habite à côté de Lyon et je suis freelance en communication, mais je me suis spécialisée dans les structures engagées, donc c'est les structures qui portent des projets à impact social ou environnemental. Et j'aide mes clients à se rendre visibles de leur cible. Je les accompagne aussi bien sur leur stratégie de communication que sur la création de leur contenu. Un fun fact ou pas? Oui, s'il te plaît. Certaines savent que je suis maman de 3 enfants, mais dans les 3, il y a des jumeaux. Voilà. Très bien. Et le statut de freelance, c'est quand même un statut qui est... plutôt confortable pour mener aussi une vie de famille et conjuguer tout ça. C'est d'ailleurs un sujet qu'on va développer dans la communauté freelancing et parentalité parce que y a plein de sous-sujets derrière ça, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant à la fois la liberté que ça apporte en tant que freelance pour avoir du temps pour ses enfants, pour celles et ceux qui en ont, mais aussi parfois la difficulté notamment pour les grossesses, enfin bref. Vaste sujet. Et du coup, tu es freelance depuis combien de temps? Alors moi, j'ai lancé mon activité en 2021. Ok. Et avant, tu faisais quoi? Comment tu es devenue freelance for good? Moi, j'ai eu un parcours avant d'être freelance assez classique, CDI, salariat. Alors, j'ai toujours gravité dans le domaine de la communication et du numérique. J'ai d'ailleurs fait mes études en communication. En fait, au fur et à mesure de mon parcours professionnel, je suis allée de plus en plus vers des grosses boîtes. Donc j'ai fait des postes de chargé de communication, j'ai fait de la gestion de projet digital, j'ai fait de la direction de clientèle. Et voilà, et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai senti à un moment donné un manque de sens dans ce que je faisais. Là, on est en fin 2020. À ce moment-là, j'ai déjà fait plusieurs boîtes en fait. Je suis passée par des agences de com, agences de e-commerce, grands cabinets de conseil. Et voilà, il y a un moment donné, bim, cette petite crise de sens. Et ça faisait en fait déjà quelques années que, à titre personnel, j'avais eu une forme de prise de conscience écologique
et que je mettais aussi en place, j'essayais d'améliorer un petit peu mon mode de vie du quotidien en termes de façon de consommer, en termes de façon de voyager, etc. Et à un moment donné, c'est devenu très fort de me dire que j'avais besoin que cet impact-là, il puisse se traduire aussi par la sphère professionnelle, parce que pour moi, c'était pas suffisant de faire mes petits éco-gestes dans mon coin. Donc là, on est début 2021 quand je me dis ça, et je me dis bah ouais, j'ai envie d'avoir un job à impact positif, comme on dit, mais je sais pas encore où ça va me mener, et je sais pas du tout quoi faire, mais ça part de là en fait. Et pour pouvoir construire un projet professionnel dans lequel je me sente pleinement alignée, j'ai décidé de me faire accompagner, parce que une des clés que tu mentionnais d'ailleurs, Valentin, c'est de la connaissance de soi, en fait, d'apprendre à bien se connaître pour pouvoir définir un projet professionnel qui nous correspond. Donc je me suis faite accompagner par une coach, on a travaillé sur tout ça, je suis allée du côté des outils comme l'Ikigai ou les intelligences et natures multiples, pour vraiment apprendre à mieux me connaître, mes forces, mes limites aussi, mes envies, mes aspirations. Et en parallèle de ça, je me suis aussi beaucoup plus ouverte à tout ce qui est écosystème engagé, tout ce qui est comment avoir un job à impact positif, donc à commencer à suivre des conférences, à commencer aussi à faire des fresques, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai fait la fresque du numérique notamment, à mettre un petit peu le nez dans tout ça et à me dire bah ouais, en fait ça bouge, il y a des choses dans cet écosystème-là, donc ça a l'air, ça m'attire. Et donc là, c'était il y a pile 3 ans, en juin 2021, j'ai croisé le chemin de Charlotte et de Social Déclic. Et j'ai intégré le programme Freelance for Good de Social Déclic. C'est un programme qui me permettait de construire mon projet, mon activité. Donc, puisque finalement, à la fin de cette grosse réflexion de plusieurs mois, où j'étais encore en poste d'ailleurs, le projet qui a émergé, c'est de me mettre à mon compte, parce que j'avais un grand besoin de liberté. Et de le faire pour des structures engagées et finalement en gardant des compétences que j'avais toujours eues en fait. Et donc j'ai fait ce programme Freelance for Good pour passer un petit peu de l'idée à l'action, parce que le freelancing, j'y connaissais rien, donc ça me faisait vachement peur. Et puis l'écosystème engagé, des structures engagées sur les enjeux sociaux et environnementaux, c'est pareil, je débarquais complètement. Donc il fallait que je me muscle un petit peu sur tout ça. Et donc le programme, il m'a aidé à prendre confiance, même si l'été qui en a suivi, j'ai négocié un départ de ma boîte. Et là, ça a été des montagnes russes aussi émotionnelles, parce qu'à la fois j'étais hyper emballée et trop motivée et trop excitée du projet qui allait commencer. Et l'heure d'après en PLS. Ouais, c'est ça, exactement, avec des petites bouffées d'angoisse. Donc l'été a été un peu dur émotionnellement. Et puis en septembre 2021, je me lançais, je décrochais ma première mission et l'aventure a commencé comme ça. Trop bien. Et maintenant, avec ton recul, comment tu définirais, c'est quoi pour toi avoir de l'impact dans son activité de freelance, et finalement c'est quoi le quotidien d'un freelance for good, les réflexions d'un freelance for good? Ouais. Alors moi, pour construire une activité à impact, comme on dit, donc déjà l'impact, comme tu le disais d'ailleurs, ça peut être un impact économique, ça peut être un impact personnel, ça peut être, moi voilà, pour moi la définition d'impact, c'est en tout cas ce qui était le fondement de mon activité, c'est comment je peux me rendre utile à travers mon job sur les enjeux de la transition écologique, sociale et solidaire. Pour moi, c'est ça déjà la notion d'impact. Donc en fait, tout est parti de là pour moi. Et après, j'ai construit mon activité de freelance autour de ça. Donc le premier élément qui a été assez fondateur et structurant, et d'ailleurs à travers le programme Social Déclic, ça m'a permis de le matérialiser, c'est de me dire que je ne vais bosser que pour des structures à impact. Donc quand je dis structure à impact, ça va être des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc dans les statuts, en fait, ce sont des structures qui œuvrent pour le bien commun, ou ça va être des entreprises de statut plus classique, mais dont le cœur
d'activité, et je précise bien, c'est pas une boîte qui a un service RSE ou quoi que ce soit, non, c'est des entreprises dont le cœur d'activité est bénéfique pour la transition écologique, sociale et solidaire. Donc j'ai fait ce choix assez tranché en fait, de n'accompagner que des structures engagées, et maintenant ça va faire presque 3 ans donc, que je me suis lancée, et je suis hyper satisfaite de me dire que depuis 3 ans je n'accompagne que des structures à impact positif. Tout simplement parce qu'en fait c'est ce que j'ai affiché, c'est ce que j'ai cherché, et j'ai même jamais eu d'opportunité en dehors de ça en fait, pour vous dire. Donc ça, c'est la notion d'impact, pour moi elle passe par là, mais le fait d'avoir des clients engagés, pour moi c'est pas une fin en soi et c'est pas suffisant. Pour moi l'engagement il doit se traduire en fait un peu à tous les niveaux, parce que c'est quelque chose qui doit être incarné, et en tout cas moi que j'essaye de porter dans toutes mes réflexions de mon job. Donc le deuxième point pour moi pour avoir de l'impact, c'était une réflexion sur mon statut. Automatiquement un petit peu quand j'ai souhaité me mettre en freelance, j'ai pensé au statut micro-entreprise, qui est le truc un peu classique. Et en fait j'ai aussi eu connaissance des coopératives d'activité. Et donc pour moi c'était un format qui était hyper intéressant, parce que de un, ça me permettait de me lancer en sécurité, parce qu'en coopérative on est très accompagné sur la dimension entrepreneuriale, et comme tu le soulignais d'ailleurs Valentin, il n'y a pas que son expertise et son cœur de métier qui est important quand on est à son compte, il y a vraiment prendre toute cette dimension entrepreneuriale de commercial, d'avoir une vision sur son projet, de mettre en place ses stratégies, sa comptabilité, son administratif, etc. Mais surtout la coopérative, pour moi c'était un moyen de m'insérer directement dans le tissu économique de l'économie sociale et solidaire, parce que la coopérative, de par son statut, est une structure de l'ESS. Donc ça me permettait de rompre aussi avec mon passé pro entre guillemets, en me disant en fait je l'incarne aussi à travers mon statut, et c'est pas que dans le choix de mes clients, et mes clients d'ailleurs sont sensibles à ça en fait. Quand je dis que mon statut, je suis en coopérative d'activité, ils sont sensibles à ça, et donc c'est ma coquille juridique et administrative, et c'est ce qui me porte au quotidien. Donc je suis chez Graines de Sol qui est à Oulin, s'il y en a qui sont intéressés par parler des coopératives, volontiers. Et le dernier point que je dirais pour avoir le plus d'impact possible, c'est de continuer sans cesse à me former sur ces questions-là, sur ces questions de transition écologique, de pouvoir m'informer, de pouvoir monter en compétence sur finalement les cœurs de métier de mes clients. Donc moi j'ai des clients qui vont être soit sur de l'accompagnement des entreprises pour aller vers des modèles plus vertueux et avoir cette forme de transition aussi dans l'entreprise. Donc ça va être plus du B2B, ou aussi j'ai des clients dont les activités, ça va être plutôt en B2C, de proposer des produits ou services qui vont aider les citoyens et les consommateurs à avoir un mode de vie plus éco-responsable. Donc pour pouvoir moi délivrer des missions de qualité à mes clients, j'ai besoin aussi de connaître en fait c'est quoi leurs enjeux, de connaître ce qui se cache derrière leurs activités. Donc je me forme continuellement à ces questions-là, donc beaucoup de fresques. La fresque, j'ai commencé par celle du numérique, après il y a eu le climat, l'économie circulaire, etc. À travers le réseau social Déclic, donc je suis membre, il y a aussi beaucoup de masterclass régulières sur des sujets qui gravitent sur ces questions-là. Tout va bien ? Donc voilà, en tout cas pour celles et ceux qui souhaitent switcher vers une activité plus engagée, je ne dis pas qu'il faut un masterclass, un master en développement durable, mais parce que moi sinon je ne me serais pas lancée concrètement, mais s'intéresser à ces sujets-là et pour pouvoir délivrer des bonnes missions à mes clients. Et un autre aspect aussi, c'est de me questionner sur les pratiques de mon métier. Parce que aussi pour pouvoir être alignée avec mes clients, etc., je suis aussi montée en compétence sur tout ce qui est communication et marketing plus responsable. Donc ça va être une communication qui va être plus soucieuse des impacts sociaux et environnementaux des messages, des actions de communication, des ressources qui sont utilisées. Ça va être une communication et un marketing qui ne survend pas ou qui va porter
des produits ou services qui vont dans le bon sens, on va dire, une communication plus inclusive, plus accessible. Donc c'est un sujet très vaste et complexe, mais je me forme continuellement aussi pour montrer, pour avoir cet alignement complet en fait. Donc voilà, ça se diffuse en fait à travers de nombreux aspects, quoi. Trop bien. Et comment tu trouves tes clients, justement, tes clients engagés? Première question. Et la deuxième, est-ce que tu peux nous donner un exemple de mission pour inspirer les gens qui sont là? Alors, la première mission que j'ai trouvée déjà, c'était tout simplement sur LinkedIn, en mettant un peu le nez dans l'écosystème des acteurs engagés. Je suis allée un peu du côté de Jobs That Make Sense aussi. Donc voilà, je suis tombée sur une offre et j'ai postulé, et c'était une mission de freelance, et j'ai décroché ma première mission comme ça. Donc ça, c'était cool. C'était en fameux septembre 2021 où j'étais un peu plus rassurée du coup. Et après, comme c'était une cliente qui était très en place sur l'écosystème engagé à Lyon, je lui ai tout simplement demandé de parler de moi autour d'elle. Et c'est comme ça que j'ai décroché ma deuxième mission. Donc après, je ne vais pas vous faire la troisième, quatrième, etc., tout le détail, mais globalement, tout ça pour dire que moi, ça repose énormément sur le réseau, parce que du coup, je suis beaucoup sortie de chez moi, je suis beaucoup allée dans tous ces réseaux d'entrepreneurs engagés à Lyon. Donc aujourd'hui, la majorité de mes clients, ça vient du réseau, et maintenant c'est également soutenu par LinkedIn, parce que aussi je communique un petit peu sur LinkedIn, et donc je vois que ça fait un petit peu aussi vase communicant, que quand ça rentre par le réseau, il y a aussi des gens qui vont après me suivre sur LinkedIn, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce mix-là. Et l'exemple de mission, du coup ça, je vais vous parler de la première mission que j'ai décrochée. C'est pour ICO. Donc c'est une coopérative à Lyon qui accompagne les personnes qui sont en transition professionnelle et qui veulent aller vers des jobs à plus d'impact positif justement, et qui accompagne également les entreprises dans tout ce qui est engagement des salariés au service de la transition de l'entreprise. Et donc pour cette entreprise, j'ai décroché une mission où j'ai eu un rôle de chargé de com externalisé, en fait, un rôle de responsable com marketing, où j'avais un peu toute la casquette com marketing et tous ces sujets-là, donc aussi bien sur la dimension stratégie, tout le plan de com annuel, et puis après le fait de le mettre en œuvre opérationnellement, que ce soit par mois sur tout ce qui est réseaux sociaux, LinkedIn, des évolutions sur le site web, etc. Mais également à piloter des prestataires pour ce client-là. Donc ça a été une mission de longue durée qui m'a rassurée au début pour me lancer. Trop bien. Et pour terminer, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner pour celles et ceux qui voudraient un petit peu mettre d'impact déjà pour démarrer dans leur job de freelance? Le conseil, tu l'as un petit peu dit, même peut-être Samuel aussi, enfin ça reboucle un peu, mais bon, c'est important, je pense, en fait, une activité de freelance, on la façonne à son image. On a la liberté sur tout, absolument tout. C'est ce qui peut être un peu vertigineux parfois. Mais du coup, pour moi, ce qui est la fondation, et c'est comme ça que moi j'ai commencé mon activité, avant même de commencer mon activité, c'est d'apprendre à me connaître, d'apprendre à connaître mes leviers de motivation, comme disait Samuel, mes forces, mes faiblesses, mes peurs. Et de se questionner régulièrement sur ça, parce qu'en fait ça bouge, ça évolue. Donc moi par exemple, au début je faisais un bilan à la fin de l'année, mais maintenant je fais des petits bilans avec moi-même tous les mois, parce qu'en fait j'ai besoin de me sentir connectée à ce que je fais, de me sentir alignée pour pouvoir incarner mon activité et la faire rayonner auprès de mes clients et prendre du plaisir dans ce que je fais. Donc pour ça, se rester bien ancré avec nos émotions et tout ça, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, une activité à son compte. Le deuxième conseil, je dirais en tout cas pour ceux qui sont à Lyon et qui veulent switcher vers une activité plus engagée, en fait à Lyon il y a un terreau incroyable d'acteurs de l'impact positif. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai fait, donc n'hésitez pas à aller faire des fresques en présentiel, parce que c'est toujours plein de rencontres formidables. Moi je suis par exemple aussi membre de la Gonette, la monnaie locale lyonnaise, donc je suis membre professionnel, donc ça veut dire que je rencontre plein d'acteurs et d'entreprises engagées. Le fait d'être en coopérative aussi,
Je suis entourée d'acteurs d'entrepreneurs qui portent des activités engagées. Il y a Léa là-bas, je te vois, qui, avec l'agence Coam, qui propose des after-work d'entrepreneurs engagés tous les trimestres. Donc en fait, il y a plein de lieux pour faire des rencontres, de lieux très chouettes. Donc sortez de chez vous et allez rencontrer tous ces acteurs. Il y a Social Déclic aussi et la petite communauté qu'on a sur Lyon, on se retrouve régulièrement. Et le dernier conseil, je sais plus ce que j'avais prévu. Sinon, déjà 2, c'est très bien. C'est bien, voilà, parce que là, j'ai perdu. C'est pas grave. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez des questions pour Hélène avant de conclure cette table ronde? Il a levé la main juste avant. Oui. Du coup, donc c'est un thème que j'ai entendu pas mal de fois, se connaître d'abord. Et moi, je pensais me connaître et puis finalement, on y revient tout le temps. Oui, et du coup, est-ce que tu pourrais partager quelque chose dans ta recherche, en fait, qui t'a surpris sur toi, genre, tiens, en fait, je fonctionne comme ça. Voilà. Oui, alors quelque chose qui m'a surprise, c'est que en fait, moi, c'était vraiment pas gagné d'avance que je me mette à mon compte parce qu'en fait, je pensais me connaître et je pensais que me mettre à mon compte, c'était pas du tout adapté à mon profil parce que je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité, qui aime pas trop me lancer dans des trucs un peu fous. J'avais eu un parcours assez linéaire. Et donc, le fait d'apprendre à me connaître, donc au travers notamment, je reparle des intelligences et natures multiples, ça m'a fait prendre conscience que ok, j'avais ce besoin de sécurité qui était fort, donc une nature aventurière pas très développée, ça je le savais. Mais ça m'a mis en exergue que mon besoin de liberté et tout ce que j'avais vécu de chouette dans mes activités professionnelles précédentes, c'était à chaque fois que j'avais eu énormément de liberté. Donc du coup, c'est là où finalement l'entrepreneuriat s'est un petit peu placé sur mon chemin. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je vais entreprendre en sécurité avec la coopérative, le fait de négocier un départ de mon entreprise, le fait de m'entourer. C'était ça le troisième conseil, s'entourer. Mais je pense qu'on l'a déjà dit. Donc voilà, pour répondre à ta question. C'est vraiment en adéquation. Là, je vois bien le match, en fait. Les choix que tu fais par rapport à ce que tu sais sur toi. C'est inspirant, merci. Merci. Il y avait d'autres questions, je crois. Ouais. Yes. Oui, venez sous le... Oui. Mettez-vous sous les... quelques petites gouttes qui tombent sur les parasols. Ils tiennent, ils ont été ça va, cet après-midi. Vous risquez rien sous les parasols. On tient bon. J'avais une question sur comment tu identifies les entreprises qui ne sont pas des entreprises OSS et qui, pour toi, ils vont avoir vraiment une valeur réelle sur cet impact qu'ils veulent porter. Comment dire, quel est ton greenwashing detector? Ouais. Voilà. Alors, moi, j'ai pas un cahier des charges à la Bicorp, donc voilà, en fait, je m'écoute énormément sur parce que moi, quand je disais que ça passe beaucoup par le réseau, c'est donc des rencontres. Et donc, les rencontres, en fait, c'est moi, je suis tout simplement mon instinct. Donc ça, c'est déjà un premier élément, c'est de voir si en face, c'est du solide entre guillemets, c'est-à-dire que le projet, il est incarné par une personne en face de moi qui a l'air de savoir ce qu'elle raconte, en tout cas a l'envie de participer à quelque chose de plus grand qu'elle. Il y a ce point-là, donc vraiment l'instinct. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ? Je crois que je sais pas si j'ai quelque chose d'autre à rajouter en vérité. L'instinct, quoi. Okay. Ouais. Merci. Une autre question. Bonsoir. Du coup, je trouve ça super intéressant que dès le départ de ton activité, tu aies décidé de travailler que pour des boîtes à impact. Mais je sais que parfois, justement, on a parlé des montagnes russes de l'activité. Ça peut être tentant, surtout quand on a 3 enfants, un quotidien comme on a tous. Si on a une grosse boîte qui se dit je veux, on va dire, mettre un peu de green dans mon image, comment est-ce qu'on fait pour pas être tenté s'il y a un gros billet qui arrive, Ouais. pour rester sur ce qu'on a décidé et se dire non, c'est un no-go. Ouais.
C'est une très très bonne question. Alors, quand j'ai lancé mon activité, c'était un choix radical pour moi de ne pas aller vers ce type de mission, tout simplement parce qu'en fait, je ressentais déjà un tel syndrome de l'imposteur à me lancer en freelance, dans un écosystème dans lequel je mettais les pieds que je ne connaissais pas, que pour moi, il fallait que je sois presque irréprochable, ou en tout cas que j'aille au bout de mon truc pour pouvoir assumer et me dire que ok, maintenant je suis en place, mes clients c'est que des structures comme ça. Donc déjà il y a eu au début c'était comme ça, et après au fur et à mesure en fait, comme je disais, comme je me suis complètement intégrée dans cet écosystème là, en fait autour de moi j'ai complètement changé finalement de réseau professionnel par rapport à mon réseau d'avant, même si je garde des contacts avec des collègues ou des anciens chefs, etc. Et en fait jamais aucune mission hors, on va dire, mon cahier des charges à moi-même, n'est rentré dans mon scope, parce que je pense que c'est aussi comme ça que je l'affiche quand je me présente. Donc déjà, deuxième point, c'est que c'est jamais venu à moi. Donc j'ai le confort entre guillemets de ne jamais avoir eu cette question à me poser. Mais j'ai quand même cette réflexion parce que je me dis que ça pourrait arriver. Et donc, pour moi, aujourd'hui, après 3 ans d'activité, je me rends compte que peut-être que je pourrais m'autoriser une fois, enfin, sur une mission, alors que j'en ai d'autres engagées. Aujourd'hui, j'ai un discours moins radical là-dessus, parce qu'aujourd'hui, je me sens aussi beaucoup plus légitime auprès des acteurs engagés, donc j'ai moins besoin de me dire à tout prix. Et ça, ce sera un arbitrage que je devrais faire si à un moment donné, j'ai besoin de rentrer du chiffre d'affaires et que ce business-là, cette activité-là, pourra venir nourrir le fait que j'ai de l'impact pour d'autres boîtes engagées. Donc en fait, à un moment donné, peut-être que je prendrai cette décision... oui, mais après, il ne faut pas que ce soit non plus une boîte qui est complètement à l'encontre, parce que là, ça va être compliqué, quoi. Merci. D'autres questions? Non. Petit mot, pas oublier l'impact qu'on peut avoir soi-même dans une entreprise quand on y travaille, et ce qu'on peut apporter comme valeur, et peut-être qu'on peut être aussi un influenceur. Ouais. Pour apporter de l'impact dans sa façon de travailler, dans ce qu'on peut planter comme graines au sein de ces entreprises. Oui, alors ça, tu as vraiment raison. Et moi, c'est vrai que pour moi, ça me paraissait plus facile. Et ça a été un choix aussi, entre guillemets, de facilité, si je puis dire, de me dire, je préfère bosser pour des boîtes qui sont engagées et être sûr que c'est aligné avec mes valeurs, car je ne me sens pas la force d'aller faire transitionner des boîtes qui sont en mouvement. Parce qu'en fait, je m'en sens pas du tout les épaules de faire ça. Donc, pour moi, c'est aussi presque un choix de facilité, entre guillemets, même si le fait d'être à son compte n'a rien de facile. Hein, donc, voilà. Mais ouais, je partage ce que tu dis. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Merci, Hélène. C'était vraiment cool de partager ce moment avec vous. On a appris pas mal de trucs, hein, notamment les livres, les jumeaux. Donc voilà, j'espère que cette table ronde vous aura éclairé sur cette notion d'aligner le sens, le business et l'impact, et que vous avez conscience aujourd'hui qu'en étant freelance, vous avez un super pouvoir, parce que comme le disait Valentin, vous êtes votre CEO, votre DAF, votre DRH. Donc vous avez un super pouvoir, c'est celui de choisir ce que vous voulez faire des 80 000 heures, ou du moins une partie, et de vous dire qu'est-ce que j'en fais pour déjà retrouver l'enthousiasme, ou rester dans l'enthousiasme si vous êtes déjà dedans, d'y mettre du sens, et pourquoi pas, pour celles et ceux qui le veulent, de l'impact. Et c'est vrai que l'impact, c'est très large, on n'en a pas parlé, mais je le dis rapidement. Il y a 17 objectifs de développement durable. On a toutes et tous des compétences et des super pouvoirs différents. Donc le premier travail, je pense, c'est aussi de se poser la question, c'est quoi mon super pouvoir? C'est quoi ma zone de génie? Et quels sont ou quel est l'ODD, l'objectif de développement durable qui me tient à cœur? On a tous une sensibilité différente, un parcours différent. Ça peut être la biodiversité, ça peut être le climat, ça peut être la justice sociale, ça peut être le sport, l'éducation. Il y a plein de façons d'avoir un impact. Donc profitez de ce super pouvoir pour vous dire, pour vous poser cette question-là. Et avant de poursuivre, je voulais juste vous proposer qu'on fasse un petit temps où on respire, on ferme les yeux, vraiment 15 secondes. On aurait pu faire une sieste, j'ai hésité.
Mais je vous invite juste à fermer les yeux 15 secondes et à vous dire qu'est-ce que je peux faire dès la semaine prochaine pour me poser ces questions autour de l'alignement entre business, sens et impact. Vous avez eu plein de conseils de vos intervenants.